un petit faible pour les livres d'automne, que ce soit le côté plus paranormal, vampire, sorcière, ou le côté un peu plus dark fantasy, sombre et atmosphérique. J'ai fait pas mal de vidéos à travers les années de recommandations un peu par-ci par-là et je me suis dit que cette année, j'allais faire le guide ultime des lectures d'automne. Hello, c'est Estelle et je vous retrouve dans ma deuxième vidéo de ma série sur des livres d'automne et aujourd'hui je veux vous faire des recommandations. Vidéo très basique mais j'ai une quantité astronomique de livres. J'ai déjà fait 2 vidéos dans ce genre là. Il va y avoir des répétitions et il va y avoir aussi des nouveaux livres. Ceci, ça va un petit peu être ma vidéo de référence sur les livres d'automne. J'ai découpé ça en plusieurs catégories. Si jamais il y a quelque chose qui vous attire un petit peu plus que d'autres, ben n'hésitez pas à passer. On commence du coup avec la première catégorie, atmosphère sombre, dark fantasy. J'ouvre le bal avec une fantaisie un petit peu gothique qui a été traduite cette année et qui a fait fureur, One Dark Window de Rachel Gillig. C'est une duologie young adulte. On suit l'histoire de Elspeth qui vit dans un royaume où la magie est régie par des cartes de jeu. Chaque carte possède un pouvoir et au plus tu en as, au plus tu es puissant. Le roi veut récolter toutes les cartes afin de pouvoir résoudre une espèce de prophétie. Elspeth, elle garde une carte cachée depuis très longtemps. C'est la carte cauchemar. Quand elle était petite, elle a touché cette carte et depuis elle a une espèce de présence dans sa tête, quelqu'un qui lui parle et elle ne sait pas qui est cette personne. Au début elle croit un petit peu que c'est le diable, que c'est un démon. Et au fur et à mesure du livre, elle va se rendre compte qu'il est capable de prendre le dessus sur son corps et d'avoir des espèces de capacités qui peuvent la sortir de situations très dangereuses. Mais en même temps elle aime pas trop quand il prend le contrôle parce qu'elle a l'impression que petit à petit il va finir par complètement devenir elle. Il existe une société secrète qui est chargée de récupérer toutes les cartes avant le roi pour éviter qu'il fasse n'importe quoi avec. Elspeth va se retrouver mêlée à ce groupe de gens parce qu'elle a une petite capacité qui est de voir les cartes. Et on a une petite romance très lente, très slow burn qui va se construire avec un des mecs de cette société secrète. C'est hyper dark, regardez-moi ça. Cette histoire de cartes de cauchemar, je vous avoue que moi ça m'a bien mis dans le mood. Et pour être honnête avec vous, j'avais l'impression qu'il faisait tout le temps nuit dans ce livre. Et c'était de manière générale plutôt original et plutôt entraînant. Voilà. Je suis obligée de parler du petit frère de One Dark Window en deuxième. Il s'agit de Beyond the Black Door de A.M. Strickland. Celui-là, vous le connaissez peut-être, ça a été un de mes gros coups de cœur il y a 2 ans. Pourquoi c'est son petit frère? Parce qu'à nouveau, il y a une présence dans la tête du personnage principal qui est aussi associé à un monstre ou un démon. On suit l'histoire de Kamaï qui est une marcheuse d'âme. C'est un pouvoir très particulier qui te permet de rentrer dans la tête de quelqu'un et de découvrir tous tes secrets quand tu t'endors à côté de cette personne. C'est un don qui se transmet de génération en génération. Sa mère était une marcheuse d'âme extrêmement connue jusqu'au jour où elle est assassinée. Et depuis, il y a toute une société qui est à la recherche de Kamaï. Kamaï est donc obligée de fuir. Elle n'a personne vraiment pour l'aider et le seul petit indice qu'elle pourrait avoir sur l'assassin de sa mère, il se trouve à l'intérieur de sa tête. Dans le monde interne de Kamaï, il y a une porte noire et sa mère lui avait toujours dit de ne jamais l'ouvrir. Sauf que là, Kamaï, elle est un petit peu en situation d'urgence, du coup, elle va l'ouvrir et elle va trouver un espèce de vieux monstre, de vieux démon qui est coincé dans sa tête. Au début, Kamaï est un petit peu effrayée, normal, sauf que au bout d'un moment, ce mec va devenir un petit peu son allié, comme le fameux cauchemar de One Dark Window. Quand elle a besoin de lui, il peut prendre le contrôle de son corps et utiliser une certaine magie et se défendre à sa place. Le truc, c'est que ce mec-là, il a un but très précis en tête et ce n'est pas vraiment l'ami de Kamaï, au contraire, et du coup, il va la manipuler pour arriver à ses fins avec elle. Il pourrait lire des centaines d'histoires avec des démons cachés dans la tête des gens. Il y a un côté tellement frisson quand tu sais que tu parles à quelqu'un dans ta tête et tu sais pas vraiment s'il existe ou pas. Et ce mec, il a l'air hyper démoniaque et tout, mais en même temps, c'est un petit peu ton seul ami. Dans celui-là, on a un côté un petit peu ésotérisme et tout, parce que comme c'est des histoires de marché dans l'âme des gens, et ben il y a toute une société qui est construite autour de ça. Adoré ce bouquin, donc franchement, je vous le recommande si jamais vous voulez trouver quelque chose qui a un petit peu les mêmes vibes que One Dark Window. Et en plus, il y a aussi une petite romance, mais cette fois-ci... It's with the guy in the head. On continue avec un incontournable que je n'ai lu que récemment et qui, je pense, fait l'unanimité, Vicious de Victoria Schwab. Il y a des os sur cette couverture, je pense que je n'ai pas besoin de plus vous convaincre que celui-là est adapté à cette saison. On est sur quelque chose qui est un peu science-fiction, thriller. On suit l'histoire de 2 meilleurs amis, Victor et Ellie, qui sont à l'université et ce sont des garçons brillants. Mais vous savez, le niveau de brillant génie qui tourne un petit peu mal. Pour son mémoire, Ellie décide de parler des personnes qui ont des pouvoirs un petit peu extraordinaires suite à une expérience de mort imminente. Il est fasciné
fasciné par ça tellement qu'il va convaincre Victor qu'il faut que eux-mêmes ils essayent de faire des expériences de mort imminente pour récupérer des pouvoirs. Victor il a pas vraiment d'inspiration dans la vie, c'est un mec qui est un petit peu renfermé, qui suit Ellie partout, qui est un petit peu en admiration devant lui, et du coup il se laisse embarquer et il va même devenir moteur de cette recherche. Le premier va se tuer afin de tenter de faire une expérience de mort imminente. Et figurez-vous qu'ils vont réussir. Sauf que on a une deuxième temporalité qui est le futur, où Victor a fait 10 ans de prison. Il sort de prison et il n'a qu'une idée en tête, c'est de retrouver Ellie et de se venger. Et nous, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est hyper angoissant. Déjà, on parle de la mort, on parle des limites de l'être humain. Qu'est-ce qui fait de nous un monstre? Est-ce que nous-mêmes, on est capable de se proclamer monstre? Et surtout, les capacités surnaturelles étaient trop sympas à voir. Et bref, c'était hyper lugubre et un petit peu mis en scène, pas comme une tragédie, mais ce livre se passe un petit peu sur 24 heures, puisque dans le futur, quand Victor sort de prison, tu vois en fait chacun de ses pas jusqu'au moment où il revoit Ellie. T'es là et tu attends et tu stresses avec eux. La plume est vraiment incroyable et il vous fait vous poser des vraies questions. Donc voilà, ça vous intéresse de lire une histoire sur deux rivaux qui jouent avec la mort? On va se décaler un petit peu de tout le côté gothique, dark fantasy pour aller sur une saga de paranormal dont je vous ai beaucoup parlé il y a quelques années, Wolfsong de T.J. Klune. Ça, c'est le livre le plus atmosphérique. On va suivre l'histoire de Ox qui déménage avec sa mère dans une petite ville au fin fond des États-Unis. Il a pas trop d'amis, il sait pas trop ce qu'il veut dans la vie et il va se nouer d'amitié avec Joey qui est le fils du voisin. Ils sont un petit peu bizarres parce que ce sont une meute de loups-garous et ils vont prendre Ox sous leur aile et le faire grandir avec eux comme s'il était un loup-garou, tellement qu'il va devenir, spirituellement parlant, un loup-garou. Ça peut paraître un petit peu basique quand je vous dis ça, mais c'est 100% vibe, 100% plume, 100% on marche dans la forêt avec les feuilles mortes et tout. Ce livre c'est aussi la définition du réconfort, de la famille, de la douceur. Il y a vraiment la notion d'affection en fait entre les loups-garous. Être une meute, c'est juste on se fait des câlins toute la journée. Chacun des garçons de la meute va trouver un petit amoureux. C'est hyper queer. Si jamais vous n'êtes pas rassasié que de ce tome-là, sachez qu'il y en a 4 où on suit à chaque fois un nouveau loup-garou. Revenons vers quelque chose d'un petit peu plus sombre, les amis. Je vais vous parler de mon énorme coup de cœur de cette année, The Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokshi. Celui-là brise un petit peu les genres, il brise les codes, la manière dont il est raconté est unique. On suit l'histoire de deux meilleures amies, Indigo et Azur, qui sont persuadées qu'elles sont des fées. Elles font des trucs un petit peu chelous dans leur jardin, elles font des potions, elles lancent des sorts, évidemment. Il ne se passe absolument rien parce que ce sont des jeunes filles complètement normales, ou pas. Au fur et à mesure qu'elles grandissent, Indigo prend vachement le lead et va mettre en tête à Azur qu'il faut qu'elles prouvent qu'elles sont légitimes et qu'elles méritent de retourner dans le royaume des fées. Et pour ça, il faut qu'elles fassent un nombre de sacrifices et de trucs un peu pas ouf quoi. Donc elles vont faire des choses avec des gens, elles-mêmes se mettre en danger. C'est hyper angoissant, hyper étrange, vous savez, c'est un peu malaisant presque parce que tu n'arrives même pas à situer en quelle année ça se passe. Ça pourrait très bien se passer en 1800, qu'en 1900, qu'en 2010. Les meufs des fois elles vont à des soirées et elles sont là et elles se disent ce soir il faut qu'on réussisse à boire le sang de trucs parce que ça va nous aider. Je vous dis cet exemple pour vous montrer à quel point ce truc est un petit peu décalé. Et en même temps tu as le point de vue de Indigo alors que le temps est passé et elle a 30 ans et il y a ce mec qui est fasciné par un petit peu la mythologie. Le manoir dans lequel Indigo a grandi est un manoir qui est assez réputé et du coup il veut poser pas mal de questions à Indigo. Le truc c'est qu'il va complètement être obsédé par elle, mais au fur et à mesure que le temps passe entre eux, il va se rendre compte que sa femme est peut-être un monstre. Les deux temporalités avancent en même temps et je vous jure que ça va vous retourner le cerveau et surtout ça va vous montrer une autre façon d'écrire un livre et de jouer avec nos sentiments. L'atmosphère était là, la plume sensationnelle, le stress, les mystères, les questionnements, le malaise un petit peu et surtout cette question qui va rester en suspens durant tout le livre, est-ce qu'elles sont vraiment des fées ou pas? Et enfin parlons du plus sombre de tous, un roman français les amis pour clôturer cette catégorie, Villa Emilia de Elodie Federd. On est sur une dark romance, un petit peu thriller qui se passe dans les années victoriennes, dans les années 1800 à Londres. On suit l'histoire de Emilia qui suite au massacre de ses parents est recueillie par ce mec qui s'appelle Dorian. Et Dorian ce n'est pas n'importe qui, tueur en série qui torture des gens, qui s'amuse à les découper en morceaux. Pour lui c'est tout à
à fait normal puisqu'il ne s'attaque pas à des innocents, il s'attaque à des violeurs, à d'autres tueurs en série. Emilia du coup grandit dans ce grand manoir hyper sombre où il y a du sang partout. Elle est persuadée que c'est lui qui a tué ses parents et que c'est pour ça qu'il l'a recueilli chez lui. Du coup elle se met en tête de le tuer quand elle sera plus grande et lui, comme c'est un petit peu un psychopathe, quand elle lui fait part de ce plan, il lui dit d'accord, eh bien je vais t'entraîner. Leur relation est hyper délicate puisqu'il est plus vieux qu'elle, il a une énorme emprise mais en même temps il est un petit peu fasciné, c'est un mec qui va pas bien du tout. Donc on est vraiment sur de la dark romance par rapport à ça là. Mais je peux vous dire qu'elle va énormément vous transporter et surtout on a des scènes très décrites de découpe de gens et de torture. Et il faut savoir que le mari de Elodie est chirurgien, du coup ça l'a pas mal aidé à faire les descriptions. Et Elodie elle-même a travaillé en hôpital psy, du coup pour le personnage de Dorian elle a très bien ciblé. Et en fait il y a des personnages connus qui sont dans ce livre, genre Jack l'Éventreur. Nous en avons terminé pour la catégorie gothique sombre. Maintenant nous allons passer à la Dark Academia. Il y a plein de livres qui sont pas exactement la Dark Academia, qui sont appelés Dark Academia. Moi je veux un mystère à résoudre, que ce soit un meurtre, je veux que ce soit une université ou des élèves à l'université qui s'en occupent, et je veux avoir une ambiance un petit peu sombre, un petit peu lugubre là-dedans. Et je veux des manoirs, évidemment. S'il y a un petit peu de rivalité, ça me va aussi. Premièrement, on ne peut pas parler de Dark Academia sans parler du monstre du genre qui est If We Were Villains de Emma Rio. Je vais pas en parler très longtemps parce que je pense que vous l'avez entendu dans toutes les vidéos recommandations. On est sur une troupe de théâtre qui sont passionnés, même plus, qui sont obsédés par du Shakespeare. Tous ces gosses ils s'aiment pas forcément mais ils sont tous en fait reliés par cette passion mais hyper malsaine presque du théâtre, tellement qu'ils parlent en réplique de Shakespeare toute la journée. C'est des gosses qui sont très prétentieux, certains ils sont très riches et tout et ils sont dans cette école très réputée. Un soir on en retrouve un assassiné et on comprend que c'est une personne de la troupe qui l'a tué et du coup après c'est l'enquête qui commence. Franchement si vous aimez le théâtre, foncez parce qu'il y a toutes ces vibes de tragédie, il y a toutes ces vibes très grandioses avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de drama. Les personnages sont tous horribles, franchement, mais tous abjects, mais en même temps tu les adores parce que ils sont passionnés et ils sont plutôt forts. Ensuite on va parler du bébé de cette année, celui-là encore une fois je pense que vous l'avez déjà tous vu passer mais je vais y remettre une couche parce que c'est aussi un de mes préférés, Study in Drowning de Eva Reid. Les gens ne classent pas forcément ce livre en Dark Academia et je comprends tout à fait. Moi c'est vrai qu'il me donne des petites vibes de personnages qui sont des académiciens et ils ont un mystère à résoudre, donc voilà, mes catégories sont remplies. Dans celui-là on suit l'histoire de Evie qui est dans cette université réservée aux garçons et qui est victime d'énormément de harcèlement, d'agressions en tout genre. Elle va réussir à s'échapper de cet environnement toxique quand il y a une proposition pour refaire l'architecture de la maison de ce grand auteur reconnu. Et c'est l'auteur préféré de Effie. Elle tombe sur un manoir en ruine au bord d'une falaise avec de l'eau qui monte petit à petit. Et là-bas elle fait la rencontre de Preston qui lui est un étudiant en lettres qui est en train d'écrire une thèse sur est-ce que Myridine a-t-il vraiment écrit ses œuvres ou est-ce que c'est pas une putain d'escroquerie. Forcément au début Effie elle se dit non mais tu peux pas faire ça en fait. Sauf qu'au fur et à mesure qu'elle étudie sa maison elle va retrouver des trucs pas ouf du tout et ce mec qu'elle plaçait vraiment en tant que idole, même héros, va être complètement déconstruit dans son esprit et elle va finir par le détester. Tu rajoutes à ça toute une ambiance hyper dark de fae et de créatures maléfiques qui rôdent dans la forêt autour d'eux. Tu racontes ça avec une plume extrêmement lyrique, extrêmement belle et tu tombes sur A Study in Drowning. J'ai bien aimé toute cette étude et cette recherche qu'ils ont autour des travaux de Myridine, notamment autour de un de ses romans, qui est le roman préféré de Effie et qui parle de fae. Ils vont vraiment être là à citer des extraits de ce roman, à le décortiquer et faire la métaphore avec toute la vie de Myridine, la vie de Effie, le manoir, et c'était passionnant. En plus Effie et Preston ils sont tout timides, tout shy, tout mignons là, du coup leur petite romance elle va être extrêmement douce. Ensuite je dois évidemment parler de petit chouchou incompris, mais en même temps est-ce que c'est vraiment un chouchou parce que j'ai arrêté la saga des Atlas 6 de Olivia Blake. Ce livre il a explosé sur les réseaux il y a 2 ans et ça a complètement lancé la carrière de Olivia. Ce livre est la définition de étrange. Il y en a plein qui l'ont détesté donc je vais vous faire une petite présentation. On va suivre l'histoire des 6 magiciens les plus talentueux du monde qui vont être recrutés par ce mec qui s'appelle Atlas et qui vont être enfermés plutôt dans la librairie d'Alexandrie afin de participer à une espèce de compétition. Atlas il veut
veut trouver qui est le meilleur d'entre eux. Il y en a une qui peut sentir un peu les vibrations des gens, il y en a une elle peut faire pousser des fleurs, il y en a une qui peut manipuler le cerveau, donc c'est vraiment des pouvoirs qui sont extrêmement différents, mais chacun va réussir à vraiment se démarquer à sa manière. On a tous les âges, toutes les origines, toutes les sexualités là-dedans, et en gros Atlas au début va leur dire de remplir quelques missions, et au fur et à mesure tu vas capter que quand il va éliminer quelqu'un, il va le tuer, et du coup ils vont un petit peu essayer de se retourner contre l'organisateur Atlas, et de surtout de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont enfermés dans la librairie d'Alexandrie. Des personnages hyper prétentieux qui se pensent supérieurs à tout le monde parce que ils font partie des meilleurs du monde, ils sont là dans la rivalité, ils se crachent les uns sur les autres, et en même temps chacun mène son enquête de son côté, et chacun essaie un petit peu de faire des alliances les uns avec les autres. Je vous donne un petit spoiler pour vous montrer à quel point ce truc est quand même un petit peu barré. Atlas, il veut refaire un Big Bang pour relancer la Terre et repartir et faire complètement autre chose, et il est certain que en mélangeant en fait tous ces gens, ils vont être capables de faire ça. Ce livre se veut compliqué, la plume se veut assez complexe, du coup je trouve que ça colle bien avec le truc ouais, moi je suis un peu de la Dark Academia, je lis des livres compliqués et tout. Bien évidemment, vous vous doutez bien que quand vous foutez 6 personnes enfermées quelque part, et bien il y a des petites romances qui vont se créer. Malibi, regardez comme elle est belle. Voilà, j'adore. Et enfin, pour terminer la catégorie Dark Academia, je dois parler de cette petite pépite insoupçonnée où j'ai l'impression qu'il y a que moi qui l'allume et j'ai envie que plus de gens le lisent. Raven Boys de Maggie Stiefvater. Alors les gens sont peut-être en train de me dire mais attends quoi? Pourquoi Dark Academia? Encore une fois, je veux faire le même topo. On parle de gens qui sont dans une université et qui sont passionnés par un sujet, par un mystère, et ils sont là et ils font des recherches et ils travaillent et ils enquêtent sur ce mystère. Celui-là est vieux, il remonte à 2012, mais je vous jure que il est tellement unique et les vibes sont tellement un peu dark que je pense qu'il est toujours relevant à lire de nos jours. On va suivre l'histoire de Blue, et dans une famille de médiums, ce don se transmet de génération en génération. Elle, c'est la seule qui n'a hérité de aucun don. Et en plus de ça, il y a une prophétie sur elle que sa grand-mère lui a trouvée, qui est que le premier garçon qu'elle embrassera tombera raide mort. Les gens se moquent un petit peu d'elle et de sa famille parce qu'ils la comprennent pas trop. Et elle va faire la rencontre d'un groupe de 4 garçons, qui sont tous de cette école, avec un petit emblème de corbeau, c'est pour ça qu'on les appelle The Raven Boys, un espèce de fan club autour de ce mec qui s'appelle Genzi. Et Genzi, il a une passion dans la vie, c'est les lignes de Ley. Ce truc, ça existe vraiment. En fait, ce sont des lignes énergétiques tout autour de la Terre, et il est persuadé que à l'embranchement de certaines lignes de Ley, il y a un tombeau d'un ancien roi qui a été enterré et il veut le trouver pour le déterrer. Ce livre en fait va à des endroits où tu l'attends pas, en même temps c'est un petit peu drôle, c'est des adolescents, c'est du young adulte, donc ils sont un petit peu débiles, mais ils sont passionnés en fait. Et moi je me souviens dans ce livre que Genzi, c'était un mec qui était animé par ça. Tous les jours il était là et il recherchait, il était là, il faisait des plans et tout. Au fur et à mesure, tu vas plus apprendre à connaître les 4 garçons. Il y en a un, il a un petit peu un truc bizarre où il peut récupérer des objets qu'il y a dans ses rêves. Il y en a un, en fait tu vas capter que c'est un fantôme depuis le début, enfin un peu barré tu vois comme genre d'histoire, mais franchement je vous le conseille, c'est 4 tomes. Ok les amis, maintenant nous allons quitter toutes ces vibes un petit peu sombres qui font peur pour nous attaquer à des livres plus spooky, plus drôles, plus mimi. The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangu Madana. On suit l'histoire de Mika qui est une sorcière. Le truc c'est que t'as pas forcément le droit de le dire, pour encore moins attirer l'attention. Les sorcières n'ont pas le droit d'habiter ensemble ou d'être proches. Elles sont obligées d'être hyper seules, du coup c'est super triste. Et elle, pour se consoler, elle a un compte TikTok sur lequel elle fait des fausses vidéos de magie. Et un jour elle va être contactée par un gars qui est responsable d'un espèce d'orphelinat qui s'appelle The Nowhere House, et qui lui demande de venir en tant que prof de magie. Et en fait elle capte que certains que c'est vraiment une sorcière, et du coup elle y va. Au début elle a un petit peu peur et elle réalise que dans cet orphelinat il y a plein d'enfants sorcières qui en fait sont là et ils savent pas trop comment leur apprendre à faire de la magie, c'est un petit peu compliqué, et elle va se prendre d'amitié pour les enfants et elle va accepter d'être leur prof. Et du coup c'est trop mignon parce que ils sont tous un petit peu chiants et un petit peu cons, et en même temps ils sont là, ils ont des pouvoirs, ils font cramer la maison et tout, et elle va se rendre compte à quel point ça lui avait manqué de vraiment partager ça, partager ce don avec des gens. Et aussi il y a ce petit libraire qui travaille dans l'orphelinat qui s'appelle Jamie, qui au début est un petit peu bougon parce que il aime pas trop savoir qu'il y a une meuf qu'il connaît pas qui va être là et se mélanger un petit peu aux enfants, sauf qu'au fur et à mesure il va tomber grave in love de elle. Et tout le thème de se cacher, tout le thème de ne pas dévoiler qui tu es vraiment avec la magie, c'est extrêmement bien décrit, et je peux vous dire que moi ça m'a tout
touché en plein cœur alors que je m'y attendais pas du tout. La pauvre Mika en fait elle a presque appris à avoir honte de son don et grâce à Jamie elle va réapprendre à en être fière quoi et c'était vraiment trop beau. Donc romance insoupçonnée, c'est doux, c'est réconfortant, ça parle de sorcières donc voilà. Assistant to the Villain de Anna Nicole Meirer. Celui-là il a percé cette année parce qu'il a été traduit mais ensuite l'histoire de Evangeline qui est dans ce monde fantaisiste et elle a pas trop de thunes. En plus de ça il y a une maladie qui se répand dans le royaume et son père en est atteint. Du coup elle a pas trop le choix que de travailler pour subvenir aux besoins de ses petites sœurs et elle va se retrouver à être l'assistant du vilain, d'où le titre. Un mec qui est caché dans un manoir et qui tue des gens, qui est réputé comme étant extrêmement cruel, qui est l'ennemi du roi. Donc forcément elle a extrêmement peur, au début elle veut pas, sauf qu'il la paye plutôt bien, du coup elle va accepter et elle va lui faire son café, elle va préparer ses dossiers et au fur et à mesure elle va grave se prendre au jeu, surtout quand elle va mieux apprendre à le connaître et se rendre compte que c'est pas vraiment un vilain en fait, c'est juste que c'est l'ennemi du roi et que il hésite pas à torturer des gens pour des informations mais il s'en prend pas vraiment aux innocents. C'est hyper second degré, c'est vraiment du décalé, c'est-à-dire que en gros dans ce grand manoir il y a une grenouille qui parle, il y a un mec qui entraîne un dragon et Evie va être dans le non-jugement mais de A à Z. Elle va vraiment apprendre à aimer chacune des personnes qui sont un petit peu tous des rejetés et il y a un humour les gars. En gros Evie, c'est une meuf, elle est un petit peu à l'ouest quoi, elle fait un petit peu n'importe quoi mais en même temps elle a beaucoup de réparties et elle est très sunshine. Le vilain c'est un gros grumpy et tout et du coup ils ont un jeu entre eux où ils font que t'envoyer des pics. Ça c'est la définition de la rom-com en fantasy. Si jamais vous cherchez un truc comme ça, lisez celui-là. Ça m'a fait un petit peu penser à Once Upon a Broken Heart dans les vibes, vous savez, de très grotesque, très drama, de la magie un petit peu dans tous les sens, il se passe plein de trucs. Forcément Evie elle va développer un petit peu des sentiments pour le vilain et le vilain bah lui il est censé être vilain donc il faut pas trop qu'il dise qu'il a des sentiments mais en même temps il a des sentiments, oh le pauvre petit vilain. Donc voilà, si vous voulez un truc un petit peu drôle mais avec des vibes un petit peu sombres, des créatures et de la magie, Cemetery Boys de Hayden Thomas. Celui-là c'est un contemporain young adulte avec des histoires de fantômes et encore une fois j'ai tellement ri, c'était vraiment du baume au cœur. Ensuite l'histoire de Yadriel qui est un brujo, donc un magicien. On est vraiment plongé dans la culture d'Amérique latine avec Halloween, la mort, les fantômes, Fiesta de los Muertos, etc. Le truc c'est que Yadriel c'est un mec trans et du coup sa famille n'accepte pas qu'il se qualifie comme brujo et surtout n'accepte pas qu'il développe ses pouvoirs de magicien. Ils le perçoivent encore comme une fille et les filles n'ont pas le droit. Yadriel il est déterminé à leur prouver le contraire et du coup il va dans la forêt, il va dans un cimetière et il va réanimer un fantôme pour prouver à tout le monde qu'il en est capable et il se démerde pour réanimer un de ses pires ennemis. Ce mec c'est Julian et en fait Yadriel n'était même pas au courant qu'il était mort et tous les deux ils vont un petit peu retracer le mystère de sa mort, comment ça se fait, etc. tout en essayant un petit peu de le cacher puisque au début il veut pas trop que sa famille soit au courant parce que c'était un peu un accident et c'est tellement mime, c'est tellement drôle, genre le mec se balade avec son petit fantôme de compagnie, il doit l'amener à l'école du coup, il doit dormir un petit peu avec lui dans sa chambre et ça amène à des situations qui sont vraiment hyper attendrissantes. Et en même temps on voit tout le chemin de Yadriel, comment il arrive à s'aligner face à sa famille, comment il arrive à se faire respecter quoi. Donc, mesdames et messieurs, il est temps d'arriver à la partie romance de cette vidéo. Bride de Ali Hazelwood. Alors là les gars on va mais envoyer du lourd sur Paranormal parce que c'est un de mes genres préférés de tous les temps. Misery c'est une des princesses vampires qui se retrouve dans un mariage arrangé avec Lo. Le prochain alpha, c'est un mariage qui est organisé par leurs parents afin d'essayer d'apaiser les tensions entre les loups-garous et les vampires qui ne s'entendent pas bien évidemment. Misery elle est certaine que Lo est responsable de la disparition de sa meilleure amie, du coup elle accepte ce mariage arrangé et elle se dit qu'une fois qu'elle sera chez lui elle va un petit peu fouiller pour découvrir des preuves. Sauf que quand elle arrive chez lui, elle est accueillie par toute sa meute de loups-garous qui sont tous un petit peu méfiants envers elle et là où il va petit à petit commencer à bien s'intéresser à elle. On se demande même pourquoi, genre y a-t-il quelque chose de spécial avec Misery, I don't know. Donc on est en même temps sur une enquête, en même temps sur une romance new adulte, en même temps sur du paranormal. Ce truc est addictif les gars, ce truc a les meilleures scènes de vampires et de loups-garous, tout est là. Et on a un petite touche de Omegaverse, mais une petite touche parce que Ali elle se dit vas-y je leur fais une petite blague. Ça se lit très vite les gars et c'est assez sexy donc sachez-le avant de le démarrer. Continuons dans le paranormal avec un des coups de cœur de cette année. C'est du français mesdames et messieurs. Mienne sera la nuit de Léonore Larc. On est sur une histoire de vampire. Ensuite l'histoire de Alasdair qui va ressusciter une vampire immortelle qui s'appelle Grim. Il la sort de son cercueil et là il se rend compte que c'est pas n'importe qui, c'est la descendante d'une espèce de famille de vampires hyper maléfiques qui ont détruit un petit peu le monde. Synopsis approximatif s'il vous plaît.
Quand il se rend compte de sa connerie, il va essayer de la cacher, sauf que sa famille va le choper et lui dire mais frérot, faut qu'on l'amène à notre grand-mère afin qu'elle la retue. Sauf que Alasdair va se prendre un petit peu d'affection pour la pauvre petite Grimm et va s'enfuir avec elle. Ce livre est la définition de kiffer. Elle est très pète sec, elle est très grumpy, c'est une immortelle, elle a pas que ça à foutre, tu vois. Et Alasdair, le pauvre, il est là, il est en mode oh my god, elle est trop belle. Ils vont partir en fait dans une espèce d'enquête. Elle a une mission très particulière à accomplir et Alasdair il va un petit peu la suivre. Et en même temps, on va en apprendre beaucoup plus sur la backstory de elle, de pourquoi est-ce qu'elle a été mise dans un cercueil. On va rencontrer des gens de sa famille et tout. Il y a vachement de rivalité entre les vampires et les sorcières dans cette histoire. Mais le plus important, c'est qu'on a une putain de romance slow burn entre un humain et une vampirette, donc un reverse, mesdames et messieurs. Et ça, c'est tout ce que je voulais en 2024. Putain, il y a les meilleures scènes de vampires, tous les prérequis sont là. Ça a nourri mon âme de passionnée de paranormal. Je vous avoue que y a des passages qui m'ont un petit peu moins intéressé, tout le côté enquête et tout, c'est pour ça qu'il est un petit peu long. Moi, je me suis vachement concentrée sur la romance, mais c'était déjà incroyable rien qu'avec la romance. Et ensuite, je ne peux pas vous faire cette catégorie de romance sans vous parler de mon livre préféré de l'année dernière, The Dead Romantics de Ashley Poston, mon petit bébé. Alors celui-là, on n'est pas du tout dans le drôle, même si il est un petit peu présenté en rom-com et il y a des passages qui sont plus légers que d'autres, mais ce livre est bel et bien le truc le plus déchirant que j'ai lu l'année dernière et qui fait, je pense, pleurer tous les gens qui le lisent. C'est l'histoire de Florence qui est ghostwriter. Ça veut dire que elle écrit des livres de gens et après c'est pas son nom, c'est le nom de l'autre personne et du coup elle l'écrit dans l'ombre. Elle se reconnaît plus trop dans ce qu'elle fait, elle a un peu perdu sa passion et sa vie va se retrouver encore plus en dessus dessous quand son père va décéder et qu'elle va être donc rappelée chez elle pour s'occuper de ses funérailles. Le truc c'est que la famille de Florence c'est une famille qui est un petit peu atypique, c'est un petit peu la famille Adams puisque ses deux parents étaient croque-morts, donc ils travaillaient dans des pompes funèbres et du coup la mort ça avait toujours été quelque chose de très normal pour eux, ça avait jamais eu de tabou, c'était même pas quelque chose dont ils avaient peur. Les petites filles, même depuis leur plus jeune âge, elles aidaient à habiller les corps avant de les mettre dans les cercueils et tout. Et même si elles pensaient que ça les affecterait pas, quand c'est leur père qui meurt, elles se rendent compte que ben si quoi. Et surtout son père, il y a une grande particularité, c'est qu'il pouvait voir les fantômes, donc Florence a aussi, et du coup elle était très très proche de lui. Donc toute la notion de deuil est extrêmement présente dans ce livre, mais abordée d'une manière qui est très très belle, puisque comme ils savaient que leur père n'avait pas peur de la mort et en a fait même son métier, ils vont vraiment en fait essayer de voir ça sans douleur, même si c'est impossible, mais ils vont faire du mieux qu'ils peuvent pour lui rendre hommage en essayant de garder leur joie de vivre, en essayant de faire comme ils ont toujours fait, c'est-à-dire mettre de la musique, danser, faire ça dans la bonne humeur, etc. Même si c'est dur et je trouvais que ça c'était vraiment très très beau. Et en fait, Florence du coup, elle va voir le fantôme de quelqu'un. Et c'est le fantôme de son éditeur. Quand elle voit le fantôme de quelqu'un, c'est qu'il est un petit peu coincé dans cet entre-deux entre la vie et la mort, et du coup elle pense que son devoir c'est de les aider à faire le pas. Et en retour, cet éditeur là va l'aider en fait à traverser son deuil, d'où l'aspect un petit peu romance où on a en fait cette relation entre elle et un fantôme, donc ils ne peuvent pas se toucher mais ça ne les empêche pas d'être extrêmement beau, extrêmement sexy, extrêmement doux, enfin bref, best relation ever. Ce livre parle de tellement de trucs, ça parle d'écriture, ça parle de passion, ça parle de relations père-fille, ça parle de mort, ça parle de fantômes, c'est un petit bijou qui vous fait chialer. Je pense que si jamais vous voulez lire Alone with You in the Ever de Olivia Blake, la saison de l'automne est plutôt pas mal. C'est un livre qui est complexe, qui se décortique, qui s'analyse, tu apprécies les mots, tu apprécies toutes les métaphores et tout ça. C'est un peu un livre que je pense les gens qui aiment la Dark Academia peuvent aimer parce que c'est très élégant, c'est très noble, c'est très grand. Ensuite l'histoire de Regan et Harlow qui sont tous les deux des rejetés de la vie. Regan elle est bipolaire, elle enchaîne les relations un peu toxiques avec les mecs, avec sa famille, avec sa mère. Elle travaille dans un musée, sa seule passion dans la vie c'est l'art, mais elle a arrêté parce que elle a l'impression que dès qu'elle se met à peindre, elle perd la tête. Et Harlow, c'est un prof de maths, un académicien qui est en train de faire sa thèse sur le temps. Et ils vont se croiser et en gros, ils vont se donner 6 conversations pour apprendre à se connaître l'un l'autre. Et tu as ces 6 conversations dans le livre qui sont des trucs mais tellement profonds. Ils vont entamer une relation où en fait, ils vont tous les deux se perdre dedans. Tu as des personnages qui sont tellement complets et tellement meurtris par la vie et surtout la représentation en fait de la santé mentale est littérale. 1000 pensées me traversèrent l'esprit. Et ben là, Olivia, elle fait un monologue où tu as les 1000 pensées. On a vraiment
une représentation de la bipolarité qui est sensationnelle, puisque tu la vois en fait dans la narration passer d'un truc à un autre, avoir des hauts, des bas, c'est le chaos. C'est un livre qui se lit lentement et qui se déguste, c'est une romance qui est unique et c'est aussi un de mes livres préférés de tous les temps et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Les petites rom-coms paranormales. Commençons par les vampires. Vous préférez My Boyfriend is a Vampire ou My Roommate is a Vampire? Mais donnez-moi ça, genre ça c'est ma raison de vivre, ok? Il y a quelque chose de tellement léger et de tellement fun dans voir des petits vampires là s'attacher à des meufs humaines et pas trop savoir comment leur dire, avoir honte et se dire oh mais est-ce qu'elle va m'accepter, et au final la fille humaine elle est trop gentille. On n'est vraiment pas là pour avoir l'intrigue la plus détaillée, pour avoir les personnages les mieux faits, non, on veut juste rigoler, voir un petit vampire là tout amoureux qui la sauve là d'ennemis et qui lui boit le sang là et puis voilà, et tout le monde est content. Un petit peu genre les college romance, les romances qui se passent à l'université, et ben c'est ça, sauf qu'en fait le mec c'est un vampire. Super dans la bienveillance celui-là, mais il y a des discussions mais tellement belles, celui-là un peu plus sexy que celui-là. Et ensuite on a cette saga de Sarah Hawley. Le premier c'est A Witch's Guide to Fake Dating a Demon et le deuxième c'est A Werewolf Guide to Seducing a Vampire. Ceux-là sont un peu plus spicy mais ça reste dans cette vibe très douce, très bienveillance, très drôle en fait, genre c'est de la comédie romantique, tu rigoles. Dans celui-là, la sorcière sans faire exprès, elle va invoquer un démon dans son salon et elle va pas réussir à s'en débarrasser. Et dans celui-là, le petit loup-garou qui est tout mimi, il va libérer d'un cristal une vampire succube. Vraiment, si vous voulez passer une bonne soirée, si vous voulez faire un petit bain là. Et voilà les amis, c'est terminé pour ce guide des lectures de l'automne. Je n'ai pas parlé, je pense, de tous les livres auxquels vous pouvez penser parce que je me suis dit que j'allais me concentrer sur les livres que j'avais aimés. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous donner des petites idées. Si jamais vous aussi vous avez des préférés dans cette catégorie là, n'hésitez pas à dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour le petit vlog de livres d'automne.